Maintenant, sur la question du Niger, c'est une actualité assez bien fournie parce que du côté de la CEDEAO, de l'UEMOA, de l'Union africaine, mais aussi des pays occidentaux, on a pas mal eu de réactions. Mais ce qui concentre l'attention, c'est bien entendu les décisions qui ont été prises au sommet de la CEDEAO, mais aussi de l'UEMOA. Et j'ai envie de dire que avant que ces décisions, ces sanctions-là soient prises, c'est d'abord le discours de Bola Tinubu que j'ai l'impression que c'est ce discours qui a ascensé, qui a mobilisé tous les autres chefs de l'État à se mettre ensemble pour dire que ce dernier coup d'État est un coup d'État de trop et qu'il fallait faire barrage. Je rappelle en substance certaines bribes de son discours. Il dit il est indispensable de résoudre la situation actuelle en République du Niger. C'est une menace à l'encontre de notre autorité et à celle d'un membre très dévoué de notre CEDEAO. Il continue en disant l'un des nôtres, son Excellence Mohamed Bazoum, est retenu en otage par sa propre armée, sa garde présidentielle. Il termine en disant quelle calamité, c'est une agression contre chacun d'entre nous. Donc voilà autant de mots qui n'avaient que conséquence de mobiliser tous les autres chefs d'État qui étaient présents au sein de ce sommet et qui ont décidé de prendre une batterie de mesures, Ouais. des mesures qui, j'ai l'impression, dont l'objectif est véritablement d'asphyxier cet État-là, parce que du transport à l'économie, mais aussi tout ce qui est politique, en tout cas, ils ont essayé de fermer les verrous parce que avec des sanctions ciblées, des sanctions à l'encontre de certains responsables du Niger, des responsables de la junte. Il y a notamment la fermeture des frontières aériennes et terrestres entre le Niger et les pays de l'UEMOA, l'interdiction de survol de l'espace à tout aéronef en provenance ou à destination du Niger, la suspension de toutes les transactions commerciales et financières entre les pays de l'UEMOA et le Niger, la suspension de toutes les transactions financières entre les pays, plutôt le gel des avoirs financiers et monétaires de l'État du Niger, c'est-à-dire en dehors même du fait qu'on a gelé ou qu'on a imposé des sanctions aux responsables de la gêne, mais l'État lui-même, notamment sur ses avoirs au compte de la BCAO, comme vous savez naturellement, les pays qui utilisent le franc CFA se retrouvent domiciliés là-bas, donc leurs avoirs sont gelés. Il y a aussi la suspension de toute assistance et transactions financières en faveur du Niger par les institutions de financement de l'UEMOA, particulièrement la boîte. Il faut rapidement rappeler que il y a aussi la France qui aide le Niger à travers son programme d'aide au développement. Cette aide-là a été aussi suspendue par la France. Il y a l'interdiction de voyage des auteurs de cette tentative. Ça, j'ai envie de dire, c'est traditionnel, il le faut. Il y a aussi l'interdiction, la suspension, l'interdiction de voyager, le gel des avoirs ainsi que la confiscation des biens s'applique à toutes les personnes civiles ou militaires qui participeraient à des institutions, organes de gouvernement que tenteraient de constituer les militaires. Donc c'est une batterie de décisions qui s'abattent sur les autorités actuelles du Niger. Et la question que j'ai envie de poser, et l'autre chose, c'est que l'intervention militaire n'est pas écartée. Donc, il donne un délai d'une semaine. Chose à quoi les militaires, l'armée nigérienne a déjà répondu. Oui. Ils disent que quiconque agresse leur territoire, Ouais. ils répondront avec l'énergie qu'il faut. Ouais. Et c'est là où la CEDEAO quand même doit se méfier. Absolument, absolument. Et donc, et l'autre chose dans ce même courant d'information, c'est qu'on a eu à échanger avec un des journalistes du côté du Niger qui affirmait que le ministre des Affaires étrangères et le Premier ministre par intérim avaient donné, en tant qu'autorité, en tout cas se considérant comme étant légale et légitime de cet État-là, qu'ils avaient donné l'autorisation à la France, aux forces françaises d'intervenir pour attaquer le palais présidentiel et éventuellement en faire sortir le président Mohamed Bazoum. Donc c'est plutôt l'intervention militaire qui captive les attentions parce qu'on se dit que la CEDEAO et l'UEMOA veulent décider
de véritablement barrer, contrecarrer ce coup d'État-là, qui naturellement est un affront pour Bola Tinubu parce qu'on sait le discours qu'il a porté. Mais moi, je voudrais m'intéresser sur un certain nombre de facteurs, notamment sur cette question d'intervention militaire. L'ultimatum est d'1 semaine. Est-ce qu'entre-temps, du côté de la junte, on va accepter de fléchir quand on sait que s'ils fléchissent, ils vont naturellement négocier leur sécurité. On sait que ceux qui ont... absolument. Est-ce qu'ils vont accepter de le faire? L'autre question qu'on est en train de se poser, c'est que s'il y a intervention militaire, c'est qu'il y aura forcément conséquences sur les populations qui seront pris en sandwich entre les forces du putsch, mais aussi les militaires étrangers, mais aussi ceux du Nigeria, puisque selon le chef d'état-major nigérien, il y a déjà des troupes qui sont prêtes à la frontière du Niger, puisque le Nigeria et le Niger, on partage une certaine... Voilà, une frontière. Donc, il faut quand même rappeler qu'au 31 août 2022, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés recensait 294 467 réfugiés et près de 350 000 personnes déplacées sur le territoire du Niger. Est-ce qu'on va mettre en risque la sécurité de toutes ces personnes, y compris des populations qui sont autochtones, pour le simple motif de rétablir Mohamed Bazoum? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Ce sont toutes les interrogations que nous sommes en train de poser. Il faut terminer par rappeler... il y a aussi l'Union africaine qui s'y est greffée, parce que si la CEDEAO a donné 1 semaine, l'Union africaine... Oui, c'est le principe. C'est le principe de subsidiarité. Donc l'Union africaine, elle, donne 15 jours, près de 2 semaines. Donc on verra bien si les putschistes pourront tenir tête face à autant de pression. Quand on sait quand même que par rapport aux sanctions, cartographiquement, est-ce que ça les isole? Parce qu'on a l'Algérie un peu plus haut. L'Union africaine n'a pas prononcé des sanctions sur la question du transport. Est-ce qu'elle va le faire? Parce que nous avons l'Algérie, la Libye qui font frontière, mais aussi au Niger. Donc voilà autant de questions que nous posons. Mais nous espérons que toute cette affaire-là va se dénouer sans pour autant qu'il y ait effusion de sang. Beaucoup de choses en jeu, Caps, au Niger. On a vu hier, le drapeau français a été brûlé. Ils ont failli accéder à l'ambassade et Macron, on a vu ce discours très dur pour dire que martial, que si on attaquait un citoyen français, et donc la réponse va être proportionnelle à l'attaque des installations et tout. Il y a même l'Union européenne qui a suivi la même démarche. On a vu le drapeau russe flotter comme on a vu au Mali. Et de l'autre côté, on est face à deux choses, l'ingérence et la souveraineté. Et on sait que l'ingérence, c'est les effets secondaires de la mondialisation. Quand vous avez un problème, votre voisin a un droit de regard sur ce qui se passe chez vous. Et le Niger qui devient aussi un terrain de lutte d'influence entre les puissances parce qu'il y a le pétrole, il y a l'uranium. Et un véritable cocktail qui est réuni aujourd'hui sur la question, rapidement, sur la question de l'uranium, il faut rappeler que c'est un pays qui dessert absolument la France et la junte a décidé, en tout cas dans son communiqué d'hier, de suspendre ou de couper tout simplement l'exportation de l'uranium qui représente en tout cas 20% de la contribution pour ce qui est de l'Union européenne. Voilà, allez-y. Même pas que l'uranium, l'or et l'uranium, mais en destination de la France. Donc il faut dire qu'aujourd'hui, je commence très bien entendu par toutes ces bactéries de mesure annoncées par la CEDEAO lors de leur rencontre d'hier. Mais ce qu'il faut ressortir là-dedans, à cette allure, si ces mesures étaient appliquées, à mon avis, le Niger ne tiendra pas un mois. S'il n'y a pas, par exemple, l'Algérie ou la Libye qui décident de leur ouvrir leurs frontières, comme ce que la Guinée a eu à faire la pour le Libye, Mali. c'est un État failli. C'est un État failli. La Libye... justement, oui, allez-y. C'est l'un même des éléments parce que tous les remous qui se trouvent au niveau du Sahel, ça a commencé en Libye du moment où Kadhafi a été renversé. Ça a été une porte d'entrée, un tremplin pour les forces djihadistes qui ont sémé... Et la déstabilisation du Sahel est partie de le Mali l'oppression. Justement, les armes ont circulé un peu partout et on a vu ce qui s'est passé. Donc je rappelle que si la Libye et donc l'Algérie, eux aussi décidaient d'appliquer ces mesures, parce qu'on verra la sortie de l'Union africaine dans les jours à venir, donc si eux aussi ils
respectait ces mêmes décisions-là, en respectant ce principe, finalement, je me dis que le Niger ne tiendra pas un mois et les putschistes n'auront d'autre choix, en fin de compte, que d'accepter de négocier avec la CEDEAO. Ça, c'est le premier point. Le second point qu'il faille rappeler, c'est le jeu de la Russie. D'accord? Aujourd'hui, la Russie fait un double jeu. La Russie ne soutient pas le coup d'État qui est en cours au niveau du Niger, mais encore une fois, la Russie également est là derrière pour pouvoir soutenir le Niger à l'image du Mali, à l'image du Burkina, etc. Parce qu'on a vu lors du sommet de l'Afrique et de la Russie, on a vu les images, on a vu le lien un peu entre le président Vladimir Poutine et les putschistes qui y étaient. Donc, comme pour dire encore une fois, finalement, la Russie est en train de jouer quel jeu par rapport à la situation qui provoque du côté du Niger. Mais l'autre élément qu'il faut rappeler au niveau de la CEDEAO, finalement, est-ce que la CEDEAO réussira à l'image de la Guinée, à l'image du Mali, où il ne faut pas oublier que certaines mesures du genre avaient également été prises concernant la situation au Mali. Mais vu que la Guinée est dans la même situation que le Mali, finalement, la Guinée a décidé de ne pas fermer ses frontières pour le Mali. Et finalement, on a vu que ça transitait par la Guinée pour arriver du côté du Mali, ce qui a fait que toutes ces batteries de mesures n'ont pas abouti à grande chose du côté du Mali. Oui. Est-ce la même chose va pouvoir se répéter du côté du Niger? Gros point d'interrogation. Mais moi, j'ai quand même envie d'interpeller les dirigeants de la CEDEAO par rapport à un fait. Vous savez, on est toujours en train de parler du problème. On est toujours en train de parler des symptômes du problème, mais on ne se pose pas véritablement des réflexions liées à ce qui amène finalement les forces armées à pouvoir s'intéresser au pouvoir, à pouvoir jouer à ce jeu qui est le putsch perpétré dans ces différents pays. Parce que la crainte, c'est que si le Niger passe, on s'attendra bien entendu à ce que d'autres pays également de la sous-région, notamment de l'Afrique de l'Ouest francophone, puissent imiter également ces putsch pour qu'ils puissent se retrouver là. Donc c'est là où l'importance vient, afin que la CEDEAO puisse bien entendu ne pas accepter que cela arrive, mais à mon avis, la rencontre et la réunion qu'ils ont pu tenir hier devaient être beaucoup plus inclusives que ce qu'on a pu avoir. Il ne fallait pas uniquement prendre en compte, bien entendu, les chefs d'État qui sont là aujourd'hui. Il faut intéresser les putschistes, il faut les mettre dedans, il faut ouvrir une plus grande discussion avec eux pour comprendre aujourd'hui quelles sont les véritables préoccupations qui les amènent à ça. Parce qu'il y a deux choses qui ressortent d'Iba Minimono. La première, quand les militaires viennent au pouvoir, on nous parle des refondations de l'État. Les refondations de l'État, les refondations institutionnelles, mais également ils nous parlent de la sécurité du territoire, de ces différents territoires-là. Ce sont effectivement ces deux grandes choses que finalement ces putschistes défendent en venant là. Est-ce que l'armée telle qu'on la concevait auparavant, on doit continuer à la voir aujourd'hui? Est-ce qu'il ne faudrait pas penser eux aussi à les mêler dans la gestion des pays en termes politiques pour pouvoir finalement éviter ce qu'on est en train d'arriver? Pour moi aujourd'hui, il fallait une concertation, une discussion plus inclusive, plus ouverte pour permettre justement de prendre en compte ces différentes préoccupations afin d'aller avec la négociation possible, parce que pour moi aujourd'hui, les négociations ne sont pas finies. L'autre élément également qu'il faut signaler qui est important à mon niveau, c'est par rapport au président Mamadou Youssoufou qui a cédé le pouvoir, bien entendu, à Mohamed Bazoum. Et on sait quelque part que cette garde présidentielle, à la tête, le général Tiani, c'était bien entendu Mamadou Youssoufou qui l'avait porté là. Et depuis le jour du coup d'État, quand on a appris les tentatives de coup d'État dans la matinée, bien avant la soirée vers 23h30, la déclaration des putschistes, on voyait qu'il y avait des tractations en cours, des négociations étaient encore en cours, où Mamadou Youssoufou partait voir à plusieurs reprises le général Tiani pour chercher à comprendre justement est-ce qu'il y avait des possibilités pour le faire. Mais l'autre élément, est-ce que Mamadou Youssoufou n'a pas encore condamné le coup d'État parce qu'il se met dans la posture ou dans la peau du médiateur pour ne pas compliquer les choses? Est-ce que c'est véritablement ça, ou est-ce qu'il y aurait d'autres éléments derrière? J'en ai discuté avec un confrère du côté du Niger qui me confiait ces différents éléments-là, qui me confiait qu'il bénéficiait d'une garde qui le surveillait. La garde présidentielle. La garde présidentielle. Et j'apprends même son fils et sa femme. Également bénéficient également de tout cela. De cette protection rapprochée. Ce qui amène beaucoup d'interrogations possibles pour dire finalement, est-ce que le président Mamadou Youssoufou, tel qu'on le voyait, qui avait d'autres aspirations. C'est vrai qu'il est parti, mais il a toujours une forte présence
dans le Sérail, dans le Cénacle. Oui, une même mise justement. Sur la plupart des officiers, n'est-ce pas, qui sont aujourd'hui associés à ce coup d'État. Jusqu'à aujourd'hui, aucune déclaration officielle de Mahamadou Issoufou n'a filtré. Non, il a fait sur son compte Twitter, moi j'ai vu. Mais condamnant ce qui est en train de se passer, c'est là l'interrogation. Dans le communiqué, en tout cas, il n'a pas condamné. Il n'a pas condamné. Aucune. C'est de ça que je parle en fait. C'est de ça que je parle. Dans la posture d'amener les différentes parties à s'entendre pour une meilleure résolution. Voyez cela, aucune déclaration officielle pour condamner ce putsch qui est arrivé. Condamner ce putsch viendrait de facto à l'éliminer de la carte des négociateurs pour une sortie de crise. Donc attention à sa démarche. Il ne peut pas condamner un coup d'État dans un pays où il veut se porter négociateur dans la crise. Depuis le début des mouvements d'humeur, avant que ça ne devienne un coup d'État dans la soirée, il est quand même celui qui a tenté les négociations entre Tiani et le président sortant. Prendre la posture de condamnation comme l'a fait ses confrères chefs d'État, ce serait très dangereux. Et ça l'écarte de facto de la liste des personnes capables de négocier. Parce que pourquoi vous viendrez négocier auprès d'une jeune que vous avez condamnée? C'est pas possible. Donc aujourd'hui, sa démarche est assez diplomatique. Il ne serait pas d'accord avec un coup d'État, d'accord. Mais il ne peut pas la condamner ouvertement parce que ça lui mettra mal avec l'agent. Et va finir. Je termine tout simplement en disant qu'il faudrait que la CEDEAO fasse attention. Je comprends que l'actuel président en exercice de la CEDEAO, le président nigérian, Bola Tinubu, je comprends qu'arrivé à sa prise de pouvoir à la tête de son mandat à la CEDEAO, on a entendu le discours qu'il avait. On comprend bien son envie de vouloir faire respecter ce discours-là. Emmanuel le rappelait au début. Justement, ça a servi d'élément de base pouvant permettre à la mobilisation des autres chefs d'État et ce qui pourrait expliquer même le ton qu'ils ont pour pouvoir dissuader ces gens-là. Mais je pense que pour qu'ils puissent aboutir à cela, il faut que les réflexions aillent au-delà de ça. Aujourd'hui, la CEDEAO elle-même n'inspire plus. Aujourd'hui, à mon avis, la CEDEAO n'est pas une organisation qui répond aux réalités de nos différents pays. Est-ce que la démocratie, telle qu'on est en train aujourd'hui de le définir, est-ce que c'est la véritable démocratie pour nos différents pays aujourd'hui qui sont en éveil? Est-ce qu'aujourd'hui... Non, il ne faut quand même pas perdre de vue que Mohamed Bazoum, c'est le premier, en tout cas dans l'histoire du Niger, à succéder dans une élection régulière du côté du Niger. Il était dans un mandat démocratique. Il était à sa deuxième année. À sa deuxième année. Il peut y avoir des situations délétères, il peut y avoir un climat, la détérioration du climat sécuritaire, mais je pense que les putschistes, en tout cas sur ce point-là, ils se sont tout simplement fourvoyés parce qu'il y a bien des moyens, qui auraient pu permettre de mieux participer à permettre à ce que le Niger sorte du gouffre plutôt que de prendre les armes. Sur ce point, il faut être d'accord avec la CEDEAO sur le ton qu'elle affirme. Après, on pourra réfléchir. Je suis parfaitement d'accord sur le fait qu'on doit s'interroger sur les racines du problème. Mais après, sur le cas du Niger, il ne faut pas encourager le fait qu'un président qui est en train de régulièrement éponger son mandat, qu'il soit débarqué comme ça. Parce que je pense que j'ai envie de dire. La situation au Niger, la situation au Niger n'était pas aussi grave que cela, parce que lorsque je prends sur les prévisions de la Banque mondiale, c'est un pays qui était plus ou moins bien parti, qui avait une certaine croissance. Justement, mon problème est à ce niveau-là. Je vais terminer mon analyse dessus pour que Emmanuel peut-être puisse comprendre. Je vais au-delà de l'analyse qu'il a. Aujourd'hui, le problème de démocratie des pays africains, c'est un véritable problème qui mérite une vraie réflexion de base pour comprendre ces choses-là. Aujourd'hui, les réalités sont en train de différer. Ce que les pays africains pouvaient accepter auparavant ne peuvent plus accepter ça aujourd'hui. Ça, c'est une vraie réflexion qu'il faille mener. Ça, c'est le premier point. Le second point, quand on prend les institutions financières, les institutions de Bretton Woods, entre autres, souvent quand ils font des appréciations dans les pays, on nous parle de l'indice du développement humain, on nous parle des taux de croissance, on en parlait ici en Guinée, qui n'ont aucun impact sur la population. Et aujourd'hui, les populations jugent les pays pas par ces indices de développement humain, pas par ces taux de croissance tels que les institutions bancaires et les institutions de Bretton Woods l'affirment des fois, mais les populations aujourd'hui, leur préoccupation, c'est le marché, c'est le panier de la ménagère. Je
pense qu'aujourd'hui, les discours, les évaluations et les appréciations doivent changer en fonction des réalités des pays. Et à mon avis, aujourd'hui, si on ne le fait pas, on ne résout pas le problème. Il faut aller vers ça pour permettre à ce que finalement, on puisse endiguer le problème une bonne fois pour toutes. Et ce qu'il faut dire, il faut marquer ce point, je suis d'accord avec Emmanuel, tout cela ne justifie pas qu'on arrête un régime en pleine marche qui est à ces 2 années dans un mandat légal et légitime. Je pense que sur ce coup-là, ces militaires se sont complètement rapidement, ils viennent de porter un gros coup au Niger parce que il y a plusieurs projets qui ont été suspendus, notamment des projets qui étaient soutenus par la Banque mondiale, et ils sont au nombre de 35 opérations qui étaient soutenues au Niger, dont 22 projets nationaux à hauteur de 4,7 milliards de dollars dans différents domaines, notamment l'eau, l'électricité. Donc c'est assez de choses qui risqueraient de tomber, ça n'a jamais changé. La Guinée bénéficie de ça depuis combien d'années? C'est beaucoup de choses. La pauvreté. Le Mali a bénéficié de ces aides. Le changement ne se décrète pas. On est toujours dans la pauvreté. Ça ne doit pas mener des militaires. Voilà, c'est beaucoup de choses qui risqueraient de tomber dans l'eau. Il faut des vraies réformes. Il faut aller toucher le mal par la racine. Ce qui s'est passé là, ce qu'ils sont en train de dire aujourd'hui, ça s'est passé au Mali, ils ont condamné, ça a changé quoi? Ça s'est passé en Guinée, ils ont condamné, ça a changé quoi? Ça s'est passé au Burkina. Il faut que des militaires arrêtent un régime. Il faut aujourd'hui que la CEDEAO aujourd'hui également puisse pouvoir faire des vraies réformes qui puissent pallier à ça. Et si on veut sanctionner, qu'on aille aux élections. N'oubliez pas. C'est pourquoi il y a des élections. On n'est pas d'accord avec votre bilan. Du côté du Niger, il s'est dit qu'il y a plusieurs rapports accablants contre le général Tiani. Voilà, on va se retrouver dans la deuxième partie de cette émission. Nous allons parler de l'ONT. Également, nous aurons Abouakar Sarki du côté du Niger. On ira aussi au Sénégal avec Abdoulaye Diédhiou. Si tout va bien, sur cette arrestation d'Ousmane Sonko, on se retrouve dans une bonne dizaine de minutes. À tout de suite. Sur Radio Espace et Espace TV, le Before GG. Toute l'actualité brûlante, politique, économique, des enquêtes inédites, c'est le Before Grande Gueule. Djibami Limono. Bienvenue.